Je vais passer la parole au président Jacques Druet pour quelques mots conclusifs de cette journée dense. Jacques, je te passe la parole. L'heure étant avancée, je vais être très bref. Quelques observations. Cela fait des années qu'au sein de l'Association française de droit rural, on se disait qu'il faudrait parler de la forêt. Mais des années. Et à chaque fois que l'idée était avancée, on l'écartait en disant « Est-ce que ça nous concerne, nous qui sommes ruralistes ? Notre matière, c'est l'agriculture. Est-ce que la forêt, ça nous concerne ?» Et on ajoutait « Mais de toute façon, la forêt, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, la forêt. » Les quantités en nombre de propriétaires ou en surface sur une période de 30 ans n'ont pas évolué de façon significative. On en était resté à la loi Serre-Monichon et ça nous suffisait. Et puis cette année, peut-être grâce à l'impulsion de la SAF, nous voilà qui abordons ce thème. Et finalement, on s'aperçoit que nos deux affirmations étaient fausses. Premièrement, la forêt n'est pas endormie. Je vais y revenir, bien sûr. Et deuxièmement, en tant que ruralistes, nous sommes intéressés par la forêt. Tout d'abord, nous constatons qu'il y a des similitudes à bien des points de vue. Ce matin, grâce à Madame la représentante de la SAFER, nous avons compris que les mécanismes utilisés pour la forêt sont ceux que nous connaissons, nous, depuis toujours, avec les aménagements fonciers agricoles. On retrouve ces mécanismes. On retrouve aussi, bien sûr, ce que nous avons bien connu, le droit de préemption. Et en dehors de ces cadres juridiques qui sont décalqués, nous voyons, et notamment cet après-midi, que la problématique pour la forêt est la même que pour l'agriculture, la notion de filière et la notion de contractualisation. Donc ça, on connaît ces deux éléments-là. Il y a 20 ans ou 30 ans, on n'en parlait pas trop, mais aujourd'hui, en agriculture, ils sont là, ils sont présents, omniprésents, filière, contractualisation. Donc, effectivement, ce qui s'est dit aujourd'hui, intéresser le ruraliste. Et deuxièmement, on a peut-être des choses à vous dire aussi. Et troisièmement, on pourrait peut-être faire des choses ensemble davantage. C'était ma première observation. La deuxième observation, c'était l'interrogation suivante. Pourquoi, alors que le potentiel est considérable, pourquoi avons-nous constaté pendant des années une insuffisance de production ou de rentabilité ou d'activité? Pourquoi la filière, parce qu'il faut l'appeler ainsi, est-elle si fragile et si peu efficace? Ou pourquoi a-t-elle été? Parce que maintenant, les choses vont changer. En écoutant ce matin le représentant du notariat, qui parlait de fiscalité, je crois qu'on a découvert que la fiscalité appliquée à la forêt est une fiscalité pernicieuse. C'est-à-dire qu'elle a permis des transmissions, mais elle ne s'est pas tellement souciée de savoir ce qu'on faisait de la forêt et si on pouvait faire mieux. La fiscalité, elle joue toujours un rôle déterminant dans les activités économiques. Une mauvaise fiscalité, et voilà, on a une forêt qui se pousse d'année en année sans grand progrès. Parce que ceux qui sont acteurs, notamment les propriétaires ou les acquéreurs, leur seule obsession, c'est un avantage fiscal dans le cadre d'une transmission. Ce n'est pas du tout le problème, l'inquiétude des acteurs de la filière. Je veux dire de ceux qui sont actifs.
Et ça ne concerne pas simplement que les hommes de la filière, ça concerne finalement tous les citoyens de notre pays. Alors, vous avez évoqué les propos de Monsieur le Président du Conseil économique et social parlant de crimes contre l'humanité. Je trouve ça un petit peu excessif. Moi, je rappellerai simplement Saint-Thomas d'Aquin, comme disait l'autre que j'ai bien connu. C'est la notion de bien commun. C'est-à-dire, monsieur, vous êtes propriétaire d'une forêt. Bon, on respecte vos droits de propriété. Mais vous avez des obligations. La forêt, vous l'avez entre vos mains pour la faire fructifier. Et non pas pour la laisser comme ça, en vous disant, dans 40 ans, mes héritiers récupéreront cette forêt, sans rien payer. Ah. Donc, effectivement, l'appel à la notion de bien commun permet de stigmatiser des attitudes qui ne sont pas éthiques, ni économiquement justifiées. Et donc, il faudrait réfléchir à la façon de faire évoluer la fiscalité, de façon que la possession sans utilisation ne soit pas aidée, et que soit aidé, au contraire, ce qui profite à tous. Et à cet égard, Monsieur Derricks, vous avez dit, vous avez posé la question, à moins que ce soit un autre intervenant, et si j'ai fait une erreur, je prie de m'en excuser, l'idée de dissocier l'aspect propriété et l'aspect gestion, ce qui n'est quand même pas une monstruosité, car on le connaît partout. On le connaît en matière commerciale, on le connaît en matière rurale. Celui qui cherche un placement de père de famille, eh ben, il le fera. Mais celui qui voudra prendre en charge la forêt pour la faire fructifier, lui, nous intéresse beaucoup plus en tant que citoyen. Et donc, son sort doit être réglementé et il doit être aidé. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Il y a d'autres choses, si c'est possible. Mais compte tenu de la journée et de la table ronde, d'abord, vous connaissiez beaucoup mieux que moi la forêt. Et donc, ce que vous avez dit nous a tous enrichis, si je puis dire. Et moi, je me contente de ce que je vous ai dit. Réfléchissons sur la fiscalité et choisissons bien ceux que l'on doit aider.